Bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver, excellent vendredi, excellent mois, j'allais vous dire mois sacré, excellente fête de l'Aïd, je sais que vous avez passé de bonnes fêtes entre mardi et mercredi, en tout cas pour ceux qui étaient à l'étranger peut-être d'autres jours, mais c'est un plaisir de vous avoir eu avec nous d'ailleurs mardi et mercredi, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, le temps pour nous de vous souhaiter longue vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses, beaucoup de santé surtout, et beaucoup de belles émotions avec les vôtres et avec les gens que vous aimez. Fadel Cher, bonjour. Bonjour Abou Mahrez, Bonne fête de l'Aïd à vous aussi. merci. Saha Aïdkoum, très heureuse de vous retrouver. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'embrasse au passage ma mère, mes frères, ma sœur et mon fils, bien sûr, Kenzi, et mon mari aussi que j'embrasse très fort. C'est à vous, Mahrez. Et on se retrouvera pour la météo dans quelques instants. Et sinon, nous, mesdames, messieurs, en ce vendredi matin, on se retrouve en direct à partir du 21 boulevard des Martyrs pour la matinale, comme d'habitude. Et aujourd'hui, Fethi Benachnou, comme tous les vendredis, avec lui, on va parler de l'appendicite. Ça consiste en quoi exactement? Ça survient d'où? Quelles sont ses causes? Comment la traiter? Comment la prendre en charge à temps? Quels sont les dangers d'une appendicite d'une crise d'appendicite qui dure? Ça, on en parle avec Fethi Benachnou. Kenzan Char, société civile d'un côté, et de l'autre, Bachir Amokran. Avec lui, on parle de coaching, on parle de vision sur la vie, on parle de comment aborder le monde du travail, de comment aborder sa vie personnelle. Avec Bachir Amokran et Kenzan Char, on va parler du don de soi ce matin sur le plateau. D'ailleurs, ils enchaîneront juste après Docteur Benachnou. Et puis tout à l'heure, nos invités ce matin, on va parler sport avec du basketball si ça vous dit. Amin Ben Ramdan, il est entraîneur de basket. Tahir Djebban, il est athlète. Ce sont deux passionnés de basketball qui seront là sur le plateau, chez les petites catégories en particulier. Et puis on finira tout à l'heure avec Ahmed Larinouna. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est un artiste, il a un spectacle en ce 7 juin. Eh ben, on va le découvrir tout à l'heure. Bienvenue à tous, bienvenue sur Canal. N'hésitez pas à nous contacter. Bah oui, sur notre page Facebook Canal Algérie. Sinon, vous regardez les vidéos en replay sur YouTube. Ou sinon, directement pour vos questions, c'est Mahrez Rabia sur Twitter et sur Facebook. Bienvenue à vous tous. C'est parti pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Et la météo de ce vendredi. Oui, 7 juin, c'est avec Voilà. vous. Ça s'annonce comment, Fadel Chir? Eh ben, il fera beau, mais les nuages restent encore une fois d'actualité. Le soleil aura du mal à s'installer à l'intérieur pour commencer. Eh bien, place aux cartes prévues pour aujourd'hui. Donc, le ciel sera de plus en plus nuageux à partir de l'après-midi à l'intérieur. Formation de nuages. Les nuages sont accompagnés de quelques faibles pluies. Et ces nuages vont engendrer quelques faibles pluies. Donc, ils vont déborder localement vers les régions côtières du centre et de l'est à partir de l'après-midi. À l'est, on notera aussi quelques passages nuageux près des côtes est. Le soleil réussira à percer les nuages au fil des heures. Donc, au programme, beaucoup de soleil près des côtes. Le retour des nuages est prévu à partir de l'après-midi à l'intérieur. Et ces nuages vont déborder localement vers les régions côtières du centre et de l'est. Sur la partie sud, le maintien d'une activité pluvio-orageuse localement assez marquée vers le Hogar, le Tassili. Un ciel souvent variable au nord Sahara, au sud des oasis avec possibilité là aussi de quelques foyers orageux. Les températures, les voici de saison. 29 pour Alger, un maximum de 40 degrés cette fois-ci à Guelma. Il fera chaud à l'est avec 38 degrés aussi à Annabas, Kikda, 30 Tizi Ouzou, Rilizan, Chlef. 29 Oran, 28 Tlemcen, 34 Al Bayad. Sur la partie sud, 39 à Bchar, 36 à Tindouf, 43 Hassim Saoud, 34 Tamanrasset Janet, 44 l'extrême sud et c'est le maximum. Et enfin 43 pour Adrar et Ain Salah. Place ce matin à l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, les nuages restent assez denses pratiquement partout et le temps sera dégagé à Berlin, vers le sud aussi. Un ciel chargé de nuages, orageux à Varsovie, à Bucarest, Paris, Bordeaux, Berne, Dublin jusqu'à Londres. Côté température, 17 à Londres, 14 à Dublin, 18 à Paris, 17 à Bordeaux, 23 à Madrid, 20 pour Lisbonne, 30 à Rome, c'est le maximum aujourd'hui en Europe, 29 à Athènes et enfin 28 à Bucarest.
Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h04. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.meteo.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Ça va être comme encore une fois et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Allez, pluie à l'intérieur du pays et il fera très chaud d'ailleurs, notamment vers l'est du pays. Alors tout à l'heure, je sais pas, vous avez confondu l'Europe et l'Amérique du Nord. Ah bon, j'ai dit l'Amérique du Nord. Je suis désolée. Non, mais ça veut dire, c'est peut-être un lapsus, peut-être que vous avez envie d'aller en vacances de ce côté-là. Oui. Oui. Ça fait 4 ans que je ne suis pas partie en vacances. Ah oui. Je suis épuisée. C'est peut-être l'occasion. Tiens, en parlant de 4 ans, les cycles des 4 ans, c'est quoi exactement? C'est le cycle aussi pour une Coupe du Monde. Et commence aujourd'hui la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Oui, mais une Coupe du Monde qui va se dérouler en France d'ailleurs. Alors j'ai vu l'ouverture, excusez-moi de vous interrompre, j'ai vu extraordinaire, oui, exceptionnel. Ah non, c'est un C'est vrai qu'ils s'intéressent de plus en plus au foot féminin. Avant, c'était pas... Avant, on regardait ça avec un regard un peu moqueur. Exactement. Aujourd'hui, il y a un enjeu assez intéressant. En tout cas, c'est la Coupe du Monde féminine qui commence à partir d'aujourd'hui. Ça se passe en France. On aura l'occasion d'en parler, bien évidemment. Voilà. Merci à vous. À midi, pour la météo complète avec Frédéric Cher. Quant à nous, on se retrouve là tout de suite en musique. Juste après, c'est Fethi Benachnou. Il va parler de l'appendicite. Ça survient comment? Ça vient d'où? Quelles sont ses causes? Quels sont les risques liés à laisser une appendicite perdurer? Comment soigner tout cela? C'est avec Dr Benachnou, mais juste avant, c'est Caméléon. Winim Shizin, Timshi Shkun, Timshi Rima. Allons-y, c'est pas mal ça. Allons-y. تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غات من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بينة الجفار في ظهر الصوم شفايف وما حنو صوت حنين محنان ويقوم الصوت هذا حنين ما حن عليك خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجفار في النهار نصوم شفايف وما حنو نطقب صوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف الحنين كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليلو في نهار الشمس طول النهار إلا دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار
Voilà, on était en train de parler de sport, d'activités sportives, de plein air. Eh oui. Alors du coup, excellente matinée, c'était Caméléon. Bonjour docteur. صباح النور Ça va عيدك bien. مبروك وعيد مبروك كل المشاهدين. Ça c'est important. Je crois qu'il s'est trompé de chaîne ce matin. Non, pas de chaîne, je suis toujours C'est- sur une chaîne algérienne. Oui. Même les autres sont algériens. Oui, bien sûr, toujours, je dis. Ouais. Alors, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Oui, Tranquille? tranquille. Alors ce matin, vous avez choisi l'appendicite. Pourquoi? J'ai choisi l'appendicite parce que c'est une étape, c'est une situation pathologique liée à la santé qui n'est rien du tout, mais qui peut être extrêmement grave, qui peut avoir des conséquences très graves dans le sens où, et je parle de notre pratique algérienne, où on n'y pense pas, et on est pris par tout de suite de dire, vu les signes cliniques que ressent la personne, chez nous, de plus en plus, dès qu'on a mal au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire au niveau du ventre, tout le ventre, c'est automatique, c'est le côlon. Ou bien on dit, j'ai mangé quelque chose qui ne veut pas passer. Et on va tout de suite, premièrement, trouver une petite poudre blanche qui calme la douleur. Ça, c'est la pratique habituelle, entre guillemets, qui est dangereuse. Ou bien, lorsqu'on va même on se déplace dans une structure médicale, on ne tient compte que de la douleur, et je vais expliquer ce que c'est que la douleur. On ne tient compte que de la douleur, et il y a une réponse symptomatique, c'est-à-dire qu'on fait une injection pour calmer la douleur. Or, la douleur est un signal rouge. Vous avez vu quand la caméra, il y a la lampe rouge qui s'allume, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut explorer. L'appendicite, c'est quoi? C'est l'infection, une infection de l'appendice. L'appendice, c'est quoi? On appelle ça un diverticule. Un diverticule, c'est comme un doigt de gant. Un doigt de gant qui se trouve au niveau, au niveau du sécom. Le sécom, c'est toute la partie des intestins qu'on nomme côlon, rectum, qui aboutit à l'anus. Et vous avez le sectum qui se termine par un appendice qui est comme un doigt de gant. Vous voyez? C'est ce petit diverticule. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, on explique, on ne sait pas pourquoi il est là, à quoi il sert. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a des théories, quelqu'un dit il y a ceci, cela. L'appendice, on ne sait pas pourquoi il est là. Mais quelles sont les théories existantes sur le rôle Et de il y a l'appendice? beaucoup de choses, il y en a qui le lient à beaucoup d'éléments, c'est trop long pour expliquer, mais ça reste des théories. L'important, et c'est là où il faut, premièrement, il faut tenir compte de la partie où est-ce qu'il se situe au niveau du corps. Là, ce qu'on voit, notre droite, c'est-à-dire la droite de l'écran. Là, c'est le dos ou c'est le ventre? Non, c'est le ventre. Vous avez l'estomac. Vous êtes sûr? Oui, non, vous avez l'estomac et l'appendice. Non, je vais vous donner les repères. On voit la photo en face. Ce qu'on voit à droite, à notre droite, c'est la partie gauche, c'est notre côté gauche. Et ce qu'on voit là où se trouve l'appendice, qui est le côté gauche de la photo, c'est la partie droite. Vous pouvez vous... Oui, mais c'est normal, c'est l'image interchangée de l'écran. Voilà, ça c'est toujours à droite. Premièrement, les signes cliniques. Les signes cliniques, ça peut être l'appendicite aiguë, c'est-à-dire là, il faut intervenir rapidement. C'est une douleur, on a l'impression que c'est un couteau planté dans le ventre. Ah oui. Oui, c'est une douleur qui vous plie en deux, voilà. Et c'est quoi? C'est ce diverticule qui se remplit, disons, de microbes qui s'infectent. À ce moment-là, l'appendice devient l'appendicite. C'est l'infection de cet appendice, et c'est une infection. Pourquoi c'est très important? Vous voyez, il a des rapports très intimes dans cette partie du corps, et le plus grand danger, c'est comme un furoncle quand il éclate. Un furoncle, quand il éclate, le pus va se déverser. Et se déverser. Mais là, s'il se déverse à ce niveau-là, comme c'est extrêmement lié entre eux, c'est une proximité terrible, il y a voilà, regardez, elle est très très bien ici, il y a une dispersion de ce pus, ce qui veut dire dispersion des microbes et qui vont infecter
toute cette partie-là. Et le pire, si on n'intervient pas avant ce qu'on appelle une septicémie, c'est une diffusion. C'est une diffusion des microbes. Et là, croyez-moi, c'est réellement difficile. C'est là où il faut premièrement faire rapidement le diagnostic d'appendicite. Je vais expliquer comment. Et deuxièmement, et j'insiste sur ça, nous délester, abandonner cette idée que quand on a mal au ventre, regardez, c'est à droite, oui. et on va le situer, notre habitude, c'est de dire « Ah, c'est le côlon, ah, j'ai pas ». Et deuxièmement, cette très mauvaise habitude qu'on a, c'est « Faites-moi une injection contre la douleur pour se calmer ». Vous savez, il y a eu des cas très graves. Oui. Quelqu'un s'est présenté parce qu'il avait des douleurs, on lui a fait une injection et ils lui ont dit « Rentrez chez vous ». Une fois rentré chez lui, 3-4 heures après, ça a été la catastrophe. Quand on a des douleurs, il ne faut pas négliger et il ne faut pas faire l'économie d'un examen clinique, d'une palpation. En médecine, on dit palper, c'est-à-dire qu'il faut toucher le ventre, le palper. Premièrement, il y a toujours une sensation, regardez, notre abdomen est souple, mais là, quand il y a une appendicite, on dit que c'est un ventre de bois tellement qu'il est dur. Je m'excuse, je vais taper sur la table, il va être aussi dur que ça. C'est ça. Le ventre va être comme ça. Deuxièmement, il faut voir les signes cliniques qui, généralement, c'est des vomissements, c'est des diarrhées, et plus on laisse évoluer, plus il y a une dégradation de l'état général. La personne commence à vraiment entrer dans des éléments. Mais le signe principal, c'est la douleur, c'est ça? C'est la douleur. La douleur au bas du ventre. Très bien. Côté droit. On va expliquer. Au niveau de nos ventres, nous avons l'ombilique. Oui. L'ombilique. On trace une ligne imaginaire. Voilà, sarra, voilà. On trace une ligne imaginaire entre l'ombilique et la pointe de l'os qui forme le bassin, toujours à droite. Toujours à droite, oui. On trace une ligne et au milieu de cette ligne, il y a l'appendice. Il y a le point de McBurney. C'est le mec qui a découvert ça, le savant. Si on appuie, vraiment, c'est une douleur atroce. C'est une douleur, non, c'est une douleur atroce, il faut la vivre. Ah bah oui. Collationnée avec, très important, une analyse de sang où on va montrer l'infection, une élévation des globules blancs, c'est-à-dire quand il y a élévation. Donc vous voyez qu'il faut prendre en charge et dans certaines, ce qu'il faut faire, c'est obligatoire, il faut garder le malade, le patient qui vient aux urgences, il faut le garder en observation pour voir comment que ça évolue, parce que, là c'est important ce que je vais dire, il n'y a aucun médicament... J'allais vous poser la question, en fait, aucun traitement. Aucun traitement, le traitement, direction la salle d'opération. C'est enlever cette... vous voyez que c'est important. Ne pas avoir la main rapide, légère, tout ça, mais... C'est pour ça qu'il faut garder en observation et on ne fait pas certaines erreurs qu'on a faites, c'est de dire « Ah, ça y est, je vous ai fait une injection, un myorelaxant ou un truc comme ça, rentrez chez vous, la personne risque de revenir après. » Mais attention aussi, le fait qu'il peut y avoir, là c'est la disposition classique, courante, disposition anatomique, mais cet appendice peut se balader à travers tout le ventre. Il peut être sous-hépatique, il peut être complètement à gauche, on peut le confondre avec une crise de foie, qu'on appelle une crise de foie, on peut le confondre aussi avec une colique néphrétique, c'est-à-dire avoir des cailloux dans les voies urinaires. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif et c'est pour ça que j'ai décidé de traiter ça. C'est une pathologie, c'est une situation qui peut être fréquente, mais qu'on a plus ou moins négligé parce que c'est facile à traiter, c'est facile à prendre en charge. Troisièmement, il faut se délester. Ce qu'on a en Algérie, on attribue toute douleur abdominale, c'est le côlon. J'ai mangé quelque chose, prends une tisane, prends une poudre blanche dans un petit sachet. Non, le médecin, quand il reçoit quelqu'un qui présente ces douleurs, il faut qu'il fasse attention. Deuxièmement, il y a certains chirurgiens qui anticipent, et ils font bien d'anticiper. Quand quelqu'un vient pour une intervention au niveau de l'abdomen, ils en profitent pour retirer l'appendice. Qui n'est pas au stade d'appendicite. Le malade n'est pas venu pour une appendicite. Deuxièmement, il faut prévenir les gens,
Là, on a parlé de l'appendicite aiguë, cette douleur, tout ça. Mais on peut avoir une douleur qu'on appelle lancinante. Et j'ai l'habitude d'avoir mal ici, mais c'est une douleur étouffée à laquelle on s'habitue. Ça peut être une appendicite et il faut à ce moment-là vraiment examiner. À ce moment-là, c'est quoi? C'est l'échographie qu'il faudrait faire? L'échographie, oui, mais attendez, je suis qu'est-ce qu'il y a pas. à part ça? Non, il faut. Moi, je suis pour l'examen clinique. Quelle est la situation? Il faut discuter avec Non, le mais patient. l'examen clinique suit forcément l'échographie. Mais est-ce qu'une échographie Non. peut servir à déceler Moi, je suis pour. D'abord, ce qu'on dit, on fait une ASP, un abdomen sans préparation, pour voir un petit peu l'état de la situation vivante. Est-ce que c'est distendu? Est-ce qu'il y a est-ce que ce ne serait pas une constipation? Vous voyez, l'ASP, l'abdomen sans préparation, le plus classique, et surtout le côté clinique. Est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce que vous faites des températures? Est-ce que des fois vous sentez vraiment une douleur qui s'accentue? C'est tous ces éléments confrontés, mais pas avoir aussi ce réflexe d'aller. Il y en a même qui vont vous demander est-ce que je peux faire un scanner? Parce que maintenant c'est devenu la mode chez nous. Je vous ai dit. Alors, je vous ai dit de la manière la plus responsable. Est-ce qu'une échographie peut aussi déceler les cas d'appendicite? Ne pas avoir recours à l'échographie comme ça rapidement. Ne pas avoir. Votre examen clinique n'a rien donné. La douleur perdure. Vous laissez faire. Ça rien n'empêche de le garder en observation. Qu'est-ce qui vous dérange dans une échographie? Si vous voulez le faire, là, à ce moment-là, on rentre dans l'économie de santé. Et d'accord. Dans les coûts, là. Dans les coûts, vous allez aggraver. Il y a toute une réflexion, tout un comportement où c'est vous qui êtes au cœur, au centre du jeu. C'est tous ces éléments-là. Oui. Et j'espère que... La santé n'a pas de prix pour certains. La santé est intelligente. Aussi. Et il faut aussi que Si vous voulez bénéficier, si vous voulez plutôt vivre dans un concept de santé intelligente, il faudrait que vous ayez le B à bas, c'est le médecin de famille. Voilà. C'est lui qui est censé calmer, orienter. Ça, c'est important. Qui est là pour sensibiliser, pour aussi alerter. Et vous savez qu'il y a un problème peut-être beaucoup plus corsé. Une femme enceinte peut faire une appendicite. Et à ce moment-là, il faut vraiment être attentif, examiner sa patiente, poser la question et tous ces éléments parce que, vous voyez, la médecine, la nature humaine, elle vous pose des défis et la science et votre expérience peuvent vous permettre, et surtout la clinique. Moi, ce qui me fait peur, j'ai vu certains diagnostics, tenter des diagnostics par Internet. J'ai mal. Où est-ce que vous avez mal? Au ventre. Le ventre, quel côté? C'est le côté droit. Non, je crois la télémédecine. Comment? La télémédecine. La télémédecine. Oui, mais quand vous êtes dans des régions reculées, vous n'avez accès qu'à ça. Hein. Oui, ça c'est important. Ah bah mais le plus important chez nous, c'est que des erreurs de diagnostic, des absences d'examen médical se font dans des zones urbaines développées. Ça se passe ici, à rentrer chez vous, c'est rien, on vous a fait une injection et la personne revient. J'ai connu un cas d'appendicite passé par les urgences et l'urgentiste et le médecin en question ont dit « Oh, c'est rien ». 2 jours après, ça a été opéré en... Non mais sérieusement, oui, 2 jours après, ça a été opéré en toute urgence. Et s'il n'y a pas de septicémie, c'est-à-dire là... C'est cela. Si ça c'était à 2 doigts de passer à autre chose, pour vous dire. C'est pire, l'avenir est pire. Ça, la négligence, elle peut être partout. Mais elle peut être partout, voilà. Je veux dire, on ne va pas... Mais c'est pour ça que j'ai pris ce sujet, des sujets qui sont classiques chez nous, l'appendicite, oui, c'est connu, mais on a tendance à les... par cette... banaliser non, on devient de plus en plus tendance, et mes jeunes confrères doivent se délester de ça, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'examen clinique et du contact face-to-face avec le patient. L'examiner, voir ses yeux, voir ses joues, est-ce qu'elles sont rouges, est-ce qu'il est mal à l'aise, il y a beaucoup d'éléments que je ne peux pas voir à travers un écran. Et entre nous, à chaque fois, je dis chapeau à la régie qui dispose d'une iconographie superbe. Ça, c'est très important. Et vous voyez qu'on... Salut Clément. Merci, toute l'équipe. Du coup, je voudrais juste... Clément Bouguera, pour être plus précis. Bouguera. Ouais. Alors, merci. Du coup, je voudrais juste savoir, vous avez retiré, vous, l'appendicite ou pas? Non, pas du tout, alhamdoulilah, jusqu'à présent. Ouais. Pas du tout. Et vous ne savez toujours pas à quoi il sert?
Non, pas moi, mais tout le monde ne sait pas réellement Le rôle de l'appendice. Pourquoi la nature a mis cet appendice ici. Et vous savez que c'est comme les meubles en kit qu'on achète, j'ai envie de vous dire. Il n'existe jamais un clou Voilà. ou une planche en bois en plus. Ça sert toujours à quelque chose, j'ai envie de dire. Oui, mais il faut Et on a savoir tendance à pourquoi. dire non, celle-là ne sert à rien, jette. Allez, c'est pas. J'ai fini mon meuble. Ouais. Le corps, c'est. Et plein de secrets, certes, mais je veux dire, l'appendice doit avoir un rôle quand même. Oui, il y a beaucoup de choses qui doivent avoir un rôle. Et ici, est-ce que c'est fait pour... je ne sais pas, je n'oserais pas le dire. Ça, c'est important. C'est fait pour chatouiller le côlon. Chatouiller le côlon. Chatouiller le côlon. Ça- Bon, camarades, merci à vous. De rien. Merci Et beaucoup. tenez compte de l'examen clinique, et ça, c'est important. Merci, docteur. On se retrouvera dès vendredi prochain. Inch'Allah. Allez, quant à nous, sur Canal, eh ben, ce qui va se passer, c'est que dans quelques instants, c'est Kenzan Char qui sera là. Kenzan Char pour parler de société civile et de la fondation Nesl Khair. Bachir Amokran pour parler de la vie. Ah oui, Bachir Amokran, c'est notre consultant qui parle de l'ensemble des sujets qui peuvent vous toucher, que ce soit le couple, que ce soit les relations hommes-femmes, que ce soit les relations entre collègues également dans le milieu professionnel. On en parle avec lui en tout cas ce matin. Le don de soi, c'est la thématique choisie. Mais ce sera juste après ce portrait d'un fleuriste. Il se trouve à Blida, Ville des Roses. Il y a toujours autant de roses chez vous? Ouais, bon. Maria Moussaïd. No comment. Et c'est vrai, en plus, c'est une réalité. Hein, on va pas se mentir non plus. Ouais. Maria Moussaïd nous parle de ce fleuriste de Blida. On se retrouve juste après. Entre Blida et les roses, c'est une longue histoire passionnelle. Une passion qui a touché Khaled Mazouni dès sa plus tendre enfance. À 26 ans, après des études universitaires, Khaled a fini par succomber et reprendre le métier de son père et de son grand-père. كنت نقرا وكنت او ميم طون كي يكون عندي شويه وقت كنت نروح للحانوت باش نتعلم هذا الميتي باسكو الورد ما كاش اللي ما يحبش الورد الورد لا فالور تاعها حاجه كبيره كي يعجز اللسان عن التعبير الورد هو اللي لحق الميساج. Préparer des bouquets pour chaque occasion demande de la créativité et du doigté. Le choix des fleurs et le mariage des couleurs reste crucial. chaque occasion كاين البوكي تاعها بار اكزومبل كيما هكذايا بوكي تاع فيونساي بوكي تاع الخطبه يكون شويه صغير بون كوم ان جان ونفهم لي جان دوكا واش راهم يحوسوا شغل كيما هذوما لي بواط حاجه موديل ديفلوبيناهم رانا نخدموا لهم لي موديل هكذا ديجا هام ليكم بريباريين الهيكا اون ميم طون ما سمحناش في لي موديل لي انسيان باسكو هما هذوك هما اللمسه هما الصح توجور لو شارم تاعهم ولا فالور تاعهم كبيره هما لا باس ما نقدروش نسمحوا فيهم ما جيتو ديفلوبينا في لي بوكس اي تو صح توجور يقعدوا لي موديل لي انسيان هما لا باس. La modernité s'invite dans ce métier et Khaled ne manque pas de vivre avec son temps. Faire la promotion de son métier sur les réseaux sociaux a été une évidence pour lui et surtout une nouvelle façon de travailler. لا باس تاعنا في هذا الحانوت على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام والتيك توك بس هما لا بيبليسيتي تاع الحانوت الواجهه تاع الحانوت ايبا بون بار اكزومبل كاش كليون يشوف كاش موديل في الفيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك يكونتاكتينا ايبا يقولنا واش من الموديل عجبو يفيرينا بار كونتيسيبي بون ما عندنا ليفراسيون باش نسهلوها عليك الكليون باسكو دي جون دوكا ولاو كامل ما عندهمش الوقت يبقى يفيرينا بار كونتيسيبي الموديل اللي يعجبو يلقاو حتى الولايه وين راوحه. Fleurir les voitures de mariés, créer des bouquets pour de multiples occasions, des fiançailles à la naissance et le savoir-faire de Khaled est la source de sa réussite. Et bien entendu, pour être fidèle jusqu'au bout, il se rend à son lieu de travail à bicyclette
et en rouge, s'il vous plaît. Voilà, bicyclette rouge, ça vous donne envie, ça, chez la Mokran? Oui, Oui. pas tant que ça. Pas tant que ça. Vous faites Le du rouge, vélo? je veux dire, c'est pas... Ouais, c'est la c'est couleur pas- qui vous dérange, quoi. Oui, un peu. Ouais, c'est complexé pour un consultant. Pour un spécialiste. J'aime pas la harissa, surtout. C'est ça, le... Ah, vous comparez le rouge à la... Oui. D'accord, très bien. Bonjour madame, Bonjour. ça va bien? عيدك مبروك. Aïd Mabrouk. Aïd ما شاء الله. Mabrouk à tous. عيدكم مبروك. Ça va? Alors, on retiendra qu'il fait sa promotion pour ses fleurs dans le truc TikTok. Hein. On va aller le faire. Alors, Instagram, Facebook, ça passe, quoi. C'est des réseaux sociaux, c'est pas un problème. Mais TikTok, ça faisait un peu étrange. Du coup, le portrait a été réalisé par Valérie Moussaïd et on est de retour. Et on va parler ce matin société civile, mais pas que. Le don de soi. Vous êtes décidé de vous avez décidé d'en parler à deux. Le don de soi. Exactement. C'est quoi? Vous avez une définition différente ou vous avez une définition? Eh bien, tout simplement, la chronique, c'est que font les associations, que font la société la société civile de manière générale. Ben, durant le mois de Ramadan, on a constaté un élan de solidarité extraordinaire dans la communauté algérienne. Ça bouge. Ouais, c'est... Ça fait du bruit. Ouais. Donc, Pardon. Hein. excusez-nous, hein, pardon. Donc, on a constaté qu'il y a un élan de solidarité. Comme chaque année, durant le mois de Ramadan, les associations se mobilisent pour les plus démunis. Donc, en commençant par le Koufin, l'Iftar. Et là, ce don de soi, je souhaitais qu'on en parle avec Bachir, lui qui est spécialiste en coach, en développement personnel, qu'est-ce que ça donne en soi, le fait de se donner comme ça, cœur et âme, pendant un laps de temps, qu'est-ce que ça donne pour notre psychologie, qu'est-ce que ça provient? Parce qu'il faut savoir que quand on fait ce genre d'initiative, par exemple, prenant juste le Koufin, il faut avoir des autorisations avec les supérettes, il faut aller vers les opérateurs économiques, on laisse de côté parfois même notre travail, parfois on laisse de côté notre famille et on se consacre pleinement à cet engagement-là. Donc, pourquoi est-ce que les gens parfois se donnent autant à ces initiatives-là? Donc, d'où cette chronique ensemble avec Bachir. Alors, je réponds tout de suite. Oui, s'il te plaît. Alors, en fait, c'est surtout parce qu'on y trouve du sens. On trouve, contrairement au travail salarié, dans le travail associatif, par exemple, lorsqu'on donne de soi, le sens et les valeurs sont très très présentes. Et quand on est très petit, on pense que donner, c'est donner des choses matérielles. Et plus on grandit, et plus on va comprendre que donner, c'est donner surtout de son temps, c'est donner une présence, donner une écoute, donner tout ce qui est moral, disons, tout ce qui est spirituel. Donc le don prend une autre forme. Et quand on est petit, on pense qu'on peut réaliser le bonheur en recevant. On est plutôt quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, on pense que c'est en recevant des choses, c'est lorsqu'on nous donne des choses matérielles qu'on est heureux. Donc c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, mais plus on grandit, on va comprendre que c'est le fait de se détacher des choses, le fait de donner des choses matérielles ou non, qui fait le bonheur de la personne. Maintenant, le don lui-même, vous avez fait l'expérience, par exemple, pendant le mois de Ramadan, quand le pain à 19h30 n'est pas encore arrivé, vous êtes en situation de don, mais vous êtes stressé et vous êtes inquiète parce que le fournisseur n'est pas encore arrivé. Exact. Et dès qu'il arrive, vous êtes soulagé. Et quand vous prenez tout le mois et quand vous évaluez, parce qu'il y a toujours une évaluation, quand vous prenez tout le mois, vous êtes satisfait de la réalisation. Vous avez réalisé quelque chose. Donc le don lui-même ne procure pas une émotion ou une particulière, mais ça dépend du sens qu'on va y mettre. Quel est le sens que je donne à ce don? Parce que donner finalement, si ça n'a aucun sens, si on donner, se séparer de quelque chose, c'est triste. D'accord? Quand on se sépare de quelque chose, c'est triste. Mais lorsqu'on le donne parce qu'on a une vision, lorsqu'on le donne parce qu'il y a un sens très profond, parce qu'on veut changer quelque chose, ça nous procure autre chose.
Voilà. Il y a certains j'ai rencontré certaines personnes au sein de la fondation qui sont venues vers nous. Ils m'ont dit... On parle de la fondation Nasl Khair, voilà. C'était plus particulièrement une femme que je salue. Elle m'a dit, voilà, très sincèrement, j'ai pas l'habitude comme ça d'intégrer des associations, mais c'est en fait mon psychologue qui m'a dit, voilà, c'est une thérapie, c'est bon pour vous d'aller dans une association. Mais c'était quoi son problème? Je préfère. Non, on la connaît pas, la dame. En fait, elle avait des problèmes dans sa famille et elle avait beaucoup de, voilà, elle avait des problèmes dans sa famille. Donc c'était une soupape pour elle d'aller vers le monde associatif. D'aller vers le monde associatif, c'était son psychologue qui lui a dit, voilà, il est préférable pour vous pour libérer toutes ces mauvaises ondes et mauvaises ondes, mais c'est tout ce stress qui est en vous, d'aller vers l'associatif pour libérer justement tout ce stress là. Et là, elle est venue. Et je vous assure qu'elle s'est donnée, elle était l'une des membres les plus actives durant ce mois-ci. Mais voilà, mais après, le mois de Ramadan, là maintenant, il est terminé. Il faudrait, Bachir, dites-nous, c'est vrai que quand il y a de grandes fondations, je parle de la fondation Nasl Khair, on a tout un programme durant toute l'année, c'est un roulement des membres, chacun à sa parcelle entre l'humanitaire, l'environnemental et le sociétal. Mais comment est-ce qu'on peut toute cette mobilisation, cette solidarité-là, la pérenniser durant tout le long de l'année? Parce que parfois on se dit, ah, ça, je me suis donné durant le mois de Ramadan, ça y est, c'est fini, j'ai donné ma part. Donc il a tout à fait le droit, hein, on fait du bénévolat, il a tout à fait le droit, mais pour notre Algérie, c'est important que tout cet élan de solidarité soit durable durant toute l'année. Donc comment est-ce qu'on peut, par rapport aux personnes, les intégrer durant toute l'année? Ok. Alors, je pense que nous manquons, comme beaucoup de pays du tiers-monde, nous manquons de culture associative. Parce qu'il y a une différence entre le bénévolat ou le volontariat et l'associatif. Il y a une grande différence. C'est que le bénévolat, en général, ou le volontariat, en général, c'est en réaction à quelque chose, en réaction à un événement. Donc, quand on parle du Ramadan, c'est en réaction au Ramadan. Donc, dès que le Ramadan c'est fini, donc on passe à autre chose. Donc, par contre, le travail associatif est un travail institutionnalisé. C'est un travail qui est basé sur des stratégies, pas sur les réactions. Donc une association a une stratégie en général, a une vision, a un plan pour toute l'année. Et ce plan-là, il a besoin de ressources humaines, tout simplement. On a besoin de recruter des individus qui sont là pour donner de leur temps, justement, pour différentes raisons. Maintenant, en fait, il faut sortir un peu de cette vision qui veut que tous ceux qui sont dans les associations sont des donneurs. Il y a une typologie, vous avez des donneurs, vous avez des preneurs, vous avez des échangeurs. Alors, vous voulez dire, enfin, d'une certaine manière, si vous comparez entre les pays sous-développés et les pays développés, ou si vous voulez, pour ne pas heurter la sensibilité des cerveaux un peu bloqués, les pays en voie de développement, même si nous sommes des sous-développés, qu'on le veuille ou non, alors c'est la structuration même du monde associatif. Absolument. C'est-à-dire que dans d'autres pays où vous n'avez pas, parce qu'on a l'impression qu'en Algérie, qui dit monde associatif, dit forcément bénévolat. Alors que dans d'autres pays, vous avez des associations et par milliers et par dizaines de milliers, mais ces associations sont structurées comme des entreprises, sauf qu'elles sont à but non lucratif. Tif ou veut? Le but. Ah ouais, bah très bien. À but non lucratif. Et c'est ce qui fait que la structuration est différente. C'est-à-dire que nous, on est événementiel par rapport à nos actions de bénévolat et d'autres associations dans plusieurs pays, elles travaillent tout au long de l'année avec des administrations, des directeurs, des chefs de projet. Et tout le monde est payé, tout le monde perçoit un salaire le plus normalement du monde. Là, on n'est pas encore arrivé à cela. Si ce n'est certaines structures, un peu comme le réseau NADA, un peu comme d'autres, mais qui, elles, ont une proximité assez intéressante d'un côté, en termes de vision, mais une proximité assez remarquable avec les pouvoirs publics.
Ce qui fait que c'est un mélange entre les deux. Il y a certaines associations en ce moment, ce qu'elles font, c'est dans le cadre de projets. C'est-à-dire, elles ont un projet, le projet est financé et dans la grille, le budget du projet, il y a une partie qui est salariale. Chose qui est tout à fait normale. Pour vous, c'est normal parce que vous y êtes dedans. Mais beaucoup à l'extérieur pensent que l'association, c'est forcément du bénévolat. Oui. Moi, ce que je voulais dire, l'un des autres points, disons, sur lequel je voulais insister, c'est que c'est une question de sensibilisation, d'effort de sensibilisation. Nous avons la tradition du volontariat. À travers la TUISA, par exemple, c'est un outil, disons, c'est une institution en soi qui consiste à aider l'autre. Et le jour où j'ai besoin moi-même d'aide, eh ben, il va m'aider selon un cycle très naturel dont les anthropologues ont parlé. C'est-à-dire que nous avons un cycle qui consiste à donner, à recevoir et à rendre par la suite. Sauf que tout ça, c'est inconscient. Parce que lorsque je donne, je ne fais pas de calcul immédiat. C'est pas forcément un calcul immédiat, mais comme je suis là pour l'autre, je suis en confiance, je sais que je suis en train de créer une solidarité et que cet autre va m'aider le jour où j'en aurai besoin. Donc c'est ce qui crée les liens, c'est ce qui crée en tout cas les liens, et ça existe jusqu'à aujourd'hui, la TUISA existe jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons besoin de passer à un autre stade. Nous avons besoin aujourd'hui, le chiffre que j'ai trouvé sur Internet, nous avons à peu quelque chose comme 89 000 associations. Je ne sais pas, est-ce que ça a augmenté ou ça a baissé, 89 000 associations en Algérie. Si on compare un peu notre engagement associatif, ça veut dire durable, parce que le problème en Algérie, c'est que nous avons des volontaires, mais nous n'avons pas assez de volontaires durables. Ils sont là pour une période et ils disparaissent après. Donc, si on compare avec les autres pays, nous avons par exemple les États-Unis, vous avez 30 millions de bénévoles. Les bénévoles doivent exister, mais d'une autre manière, les associations doivent se structurer. Mais il faut s'organiser pour la rotation. Oui, mais ils doivent se structurer avec des formes de gestion en mode entreprise. Exact, oui. C'est cela le problème chez nous, c'est que les bénévoles, oui, effectivement, il faut qu'il y en ait. C'est pas tout le monde qui va devenir salarié d'une association. Mais si les associations arrivaient à se structurer de cette manière-là et que les pouvoirs publics leur permettaient ça faciliterait le travail tout au long de l'année. Aujourd'hui, vous avez la Fondation Nestlé. C'est un cas à part, c'est un exemple que l'on pourrait présenter aujourd'hui, mais c'est peut-être comment montrer la voie à d'autres associations pour se structurer de cette manière-là. Exact. Nous avons l'exemple allemand, par exemple, il y a plus de, si je me rappelle bien, 900 ou 9000, je ne me rappelle pas, 900 ou 9000 fondations qui ont pour rôle de sensibiliser les gens à l'associatif. Donc le rôle n'est même pas de faire de l'associatif directement, mais c'est de donner, de communiquer tout au long de l'année envers les jeunes pour leur faire comprendre l'importance de participer dans des associations, l'importance pour la société, à tel point qu'aujourd'hui on parle nous avons le premier secteur, c'est le secteur public, deuxième secteur c'est le privé, et le troisième c'est l'associatif. Parce que l'associatif est là pour régler tous les problèmes, pour récupérer les problèmes. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup non plus. Parce qu'il est en contact direct avec le citoyen et il rentre carrément à l'intérieur des foyers. Voilà, les gens rentrent à l'intérieur des foyers des gens. Donc ils sont automatiquement en connaissance de ce que vit, ce que endure et ce que souffre le citoyen. Mais est-ce que là, en ce moment, d'accord, c'est vrai qu'il faudrait professionnaliser, il faudrait que les bénévoles soient payés, c'est dans un cadre professionnel, il faudrait que leur travail aussi soit reconnu. Donc que certains bénévoles deviennent des employés de l'association. Exactement. Les plus engagés, les plus présents. Il faudrait aussi qu'on accepte l'idée qu'une association puisse s'autofinancer. Ça, c'est s'autofinancer. C'est des idées que, oui, on dit d'accord, c'est bien, c'est magnifique, mais après, quand on part à l'application, la société a en ce moment du mal à accepter cette idée qu'une association vende, par exemple, des shops ou vende... On a l'impression ça se fait ailleurs, mais pas encore. Tout à fait normal. Vous avez si vous voulez que je vous évoque juste un cas, de l'autre côté de la Méditerranée, vous allez à Marseille, vous avez une association qui est extrêmement bien structurée, qui n'est pas dans l'humanitaire, qui est dans le culturel, et qui crée des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Europe d'un côté, le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, avec l'ensemble des pays africains. Donc de l'Algérie, vous descendez jusqu'à l'Afrique du Sud. Ils organisent plusieurs ateliers, des masterclass et autres de musique, ça c'est une chose, mais ils organisent aussi un immense festival qui se déroule sur une île, en face de Marseille, juste en face de Marseille, qui rapporte de l'argent.
C'est-à-dire que la billetterie est payante, que la nourriture est payante, que le gîte est payant, parce que si vous voulez passer la nuit dans ce festival qui dure plusieurs jours, et personne n'a crié au scandale en disant « Oh, c'est une association qui manipule de l'argent ». Bien au contraire, il y a des autorités qui sont là pour contrôler quand il faut contrôler, mais il faut laisser aussi les associations. Mais ça, c'est le problème. On est dans une société où tout le monde se mêle de tout. Et c'est ça le problème que vous êtes en train d'évoquer d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous avez une association qui fonctionne, on va forcément... Comme on est dans où on a une partie de la population qui est un peu moussoussa, on aura tendance à dire Chauvenesse Lkhed doit la ramener son argent, est-ce qu'ils ne sont pas proches du pouvoir, est-ce que c'est pas les financements qui viennent de là, est-ce que c'est pas telle entreprise qui les finance, est-ce qu'on les finance pas pour jouer un rôle dans les élections, alors qu'il y a des mécanismes de contrôle qui ne concernent pas la population. On laisse faire les choses et puis un jour, s'ils ont fauté, ils paieront leur faute. C'est aussi simple. On n'a pas non plus à juger tout le monde. Tout le monde est voleur, tout le monde a détourné, tout le monde a fait. C'est pas à nous de le faire. Il y a des mécanismes qui sont Je rebondis mis en place. justement sur ça. Ce qui fait, et qu'on le dit, on le dit à chaque fois, ce qui a fait pérenniser Nestlé Khed depuis 2009, c'est le fait justement que quand il y a des personnes qui veulent faire un don, c'est ou bien par le biais du compte de notre compte, ou bien carrément on donnerait en nature. Si vous voulez faire un don, achetez et donnez-nous, justement pour que ça soit très transparent et que les gens fassent le plus confiance à ces dons. Oui, d'accord, c'est bien, mais il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, pour que justement ce travail-là qui est magnifique, c'est une solidarité incroyable, on a pu regrouper des jeunes de tous bords, de toutes catégories, et là, pour justement les garder durant toute l'année, il faudrait qu'il y ait justement qu'ils soient employés carrément au niveau de la fondation ou autre. Donc, c'est pas la seule forme. On peut créer des programmes pour ces jeunes-là. C'est-à-dire que oui, on vient dans une association, on est en bonne volonté, on a envie de découvrir, mais ce qui est important, c'est de garder cette motivation sur le temps. Et ce qui est important dans la motivation, c'est l'étendue de la motivation. On ne doit pas être motivé par une seule chose. Il est légitime d'être motivé par plusieurs choses. On peut être motivé par le prestige de l'association, par exemple. On peut être motivé par les rencontres que nous pouvons faire dans l'association et l'esprit de groupe, l'esprit de par famille. l'aventure aussi. Par l'aventure également, dans quand certaines associations ont une certaine vocation qui se rapproche de ça. Donc il y a une étendue de motivation. Donc on va prendre, au départ, c'est pas n'importe qui va venir dans les associations. Hein. En général, en tout cas, c'est pas n'importe qui. Quand on vient, c'est parce qu'on estime qu'on a un devoir à accomplir, on a cette culture-là du devoir, mais en même temps, pour les garder sur la durée, parce qu'en travaillant moi-même avec des associations, et tout le monde a une bonne volonté, mais pour garder sur la durée, quand l'éclat, quand la brillance disparaît, on a besoin de fondements, on a besoin de principes très forts, de valeurs très fortes, et ça se construit. Il y a des associations aujourd'hui, comme AISEC par exemple, qui ont tout un processus d'intégration dans lequel j'ai pu participer à plusieurs reprises. Une intégration, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme dans l'entreprise. Quand vous arrivez dans un endroit, quand vous arrivez dans une association, vous avez besoin d'abord de vous sentir chez vous. Vous avez besoin de nouer des liens très rapidement. Très rapidement. C'est ça. Vous avez besoin de connaître votre rôle très rapidement. Vous avez besoin de savoir est-ce que vous serez utile ou pas dans cette association. Donc c'est un processus tout à fait naturel qu'on peut provoquer, qu'on peut diriger vers un objectif, vers un résultat souhaité par l'association. Et des jeunes, si vous voulez par exemple les garder, vous pouvez l'organiser un cycle de formation tout au long de l'année en faisant appel à des consultants comme moi ou comme d'autres personnes. Ah, j'adore. Il fallait, mais vous étiez bien là depuis le début, vous étiez sur ligne droite. Je me suis dit, aujourd'hui, Bachir Amokra, il est top, quoi. Il est chic. Il y est. Et hop, il y est. Il l'aura fait à la coco. Fais-moi un gros plan, s'il te plaît. Allez, Crimo, fais-moi un gros plan. Un gros plan, moi, pas lui. Non, pas un gros plan, un demi-plan, tu vois. On peut voir jusqu'à mon nombril. Vas-y, Crimo, fais-moi, je vais te faire bâcher la montagne là tout de suite. Qu'est-ce que tu crois? Fais appel à moi. Moi, j'ai peur. Elle est où, la quand on a une maîtrise... Non, je rigole. Mais c'est bien. Ce que vous voulez dire, c'est faites appel aux coachs. Exactement. Faites appel à des gens de la connaissance et du savoir qui peuvent partager des choses avec des jeunes, les motiver, leur apprendre des choses.
Vous savez, justement, par rapport à ça, le fait qu'on fasse des formations jeunes, je rebondis sur la fondation Nestlé Khair, ce qu'on a fait, par exemple, pour... Aujourd'hui, ça y va. Hein, bah oui, bah oui, il faut le dire. Il y a des... par exemple, pour la cuisine, oui. Pour encourager les jeunes à ce qu'ils viennent et cuisinent avec le chef, oui. En fait, on a pris des stagiaires dans les centres professionnels et ils ont cuisiné durant tout le mois avec le chef Raïssi. Et là, durant à la fin du mois, le chef Raïssi a donné carrément une attestation comme quoi que cette personne-là a cuisiné avec moi pendant tout le mois pour 1000 personnes et a fait en même temps et la cuisine, mais aussi le dressage. Donc c'est comme ça qu'on motive. J'ai ma conviction, mais je vais vous poser une question. À votre avis, intégrer une association, c'est à partir de quel âge? Peu importe. Je pense qu'on peut commencer déjà à partir du primaire et secondaire. C'est très utile de faire participer. Là, vous parlez des structures en mode scout musulman et autres? Scout ou association. Même les associations peuvent faire travailler des jeunes. Il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est l'une des dimensions les plus importantes. C'est leur apprendre le don de soi. Pour leur apprendre l'empathie, le don de soi, leur apprendre qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes et de participer. Et surtout, moi je pense que l'associatif, sur le plan psychologique, quand on va dans des associations, ça veut dire d'abord qu'on va développer son leadership, forcément. Pourquoi? Parce qu'on ne pense plus à soi-même, mais on pense à la communauté, on pense aux autres. Et deuxième des choses, c'est qu'on va penser à notre action par rapport à un changement global. Et ça, c'est le leader qui pense comme ça. Le leader pense que le leader a une vision et il pense que son action peut influencer cette vision-là, peut concrétiser cette vision. Donc, inculquer ça à des jeunes, à partir du primaire, du secondaire et ainsi de suite, va leur permettre de comprendre et concrètement qu'ils peuvent avoir une influence. Parce que l'influence, ils vont la voir sur le terrain. Ils vont voir à quel point leurs actions ont apporté, à quel point leurs actions ont sauvé des personnes, ont aidé des personnes. Ils vont voir la joie se dessiner sur des visages, sur des enfants ou autres. On est tous émus quand il y a un partage d'une vidéo d'un enfant à qui on a donné des jouets, par exemple, sur Facebook. Et le fait de participer directement à ça renforce énormément cette posture d'honneur chez les individus. Et la posture d'honneur n'est autre que la posture de citoyen. Donc on construit des citoyens qui ne sont pas là uniquement pour attendre, qui ne sont pas dans une posture passive, dans une posture de receveur seulement, de preneur, mais des citoyens qui sont là pour donner, et on en a grandement besoin. Très bien, très bien. On espère que peut-être qu'il va y avoir un module primaire au CEM ou carrément au lycée, module projet associatif. Il y a les grandes écoles, toutes les grandes écoles du monde ont un module carrément projet associatif où les étudiants sont obligés, afin de valider leur année, ils doivent faire un projet associatif. Exact. Ça serait important que, par exemple, dès le primaire, qu'il y ait à la fin des 5 ans, qu'il y ait quand même cette attestation qu'il a fait quand même, qu'il a contribué à la société ou carrément au BEM. Je suppose que c'est comme ça. C'est une école de vie. De ma propre conviction, et ce que modestement j'ai pu apprendre, c'est vraiment une école de vie parce qu'on rencontre beaucoup de personnes quand on est quand on se découvre. Là, on se découvre. La preuve, j'étais à Bebzouane et je me retrouve aujourd'hui en chronique au niveau de Canal Algérie qui m'a ouvert les portes. Et c'est une école de vie. Donc, il faut... n'hésitez pas à intégrer l'association de votre quartier ou de votre ville. Merci beaucoup. Merci à vous. La prochaine fois, on pourrait parler du déficit de confiance envers les associations ou au contraire des atouts qui peuvent attirer qui peuvent donner envie à la population de rejoindre les associations. Merci à vous. Merci Mahdis. Merci Bachir. Bachir. Non, à chaque fois que vous viendrez, si j'ai la chance d'être là, je vous ferai ça. Hein. D'accord. Contactez Bachir. Oui, voilà. Pour les associations, pas de souci, oui. Ah bah oui, non mais c'est très bien, c'est très bien, au contraire. Bon, on se fait un petit sujet couple la prochaine fois que vous revenez. Si vous voulez. Ça a tellement cartonné que sur ma page... Ah bon? Tout le monde réclame ça. J'ai des questions pour vous de dingue, hein, mais d'une précision. C'est quoi?
vous saviez C'est pas quoi le sujet? Question de pardon couple. Question de couple. Ah, d'accord. Ah, vous saviez pas qu'il était conseiller? Si, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu vous avez couple. vous avez J'ai pas entendu couple. Allez, les couples. Non, mais oui, ouais, j'ai des questions pour vous. Inch'Allah, oui. Préparez-vous, hein, ça va être choc. D'accord. En même temps, et en même temps, c'est de la télé. Donc, on fait dans l'explicatif, on fait dans la pédagogie, on fait dans le traitement de l'ensemble des sujets qui touchent à la société. Bon vendredi, excellent vendredi à vous. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Allez, camarades, on se retrouve. Sinon, vous avez leur page Facebook si vous voulez les contacter. C'est quoi votre page? Kenza Nechar en arabe et en français. Voilà, N-E-C-H-A-R. Bachar Amokran en français. Bachar Amokran. Amokran, oui. Ouais, sur LinkedIn et sur Facebook. Oui. Ouais. Vous n'avez pas Snapchat? Non. Ça va aller, vous n'avez pas les trucs de... Allez, très bien. Vous avez leur contact, n'hésitez pas à les contacter pour leur poser vos questions ou leur suggérer peut-être des initiatives. Des initiatives ou autres. C'est très bien. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Amin Ben Ramdan. Il est entraîneur de basketball. Taher Djeban, lui est athlète, il est basketteur, forcément. On va en parler dans quelques instants, juste après cette balade avec l'ami Aboud Boudin. Une randonnée nocturne à vélo. C'est parti avec elle. Ça donne envie en plus. Surtout que maintenant, il n'y a plus le même mot. Se balader la nuit à vélo dans la capitale, sur le front de mer, est une initiative qui mérite d'être applaudie. L'organisateur n'est autre que Walid, ce passionné de vélo, a constaté que le cyclisme est un sport en plein essor et qu'il y a beaucoup de clubs pour hommes, mais pas assez pour la gente féminine. Donc à la base, je suis loueur de vélo. Donc l'idée est venue une fois que je me suis installé sur Alger. Étant passionné de vélo, donc voilà, ça semblait logique de faire ça. Et puis j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient en faire et qui ne pouvaient pas en faire spécialement. Bon, manque d'infrastructure ou Et donc j'ai eu l'idée de louer des vélos pour femmes et pour hommes aussi, c'est mixte, et de proposer des tournées, que ce soit fait Bouchaoui, soit que ce soit Parc Donia ou la Parc Zoologique. Je suis ici aussi aux Sablettes. Donc voilà, il faut simplement réserver son vélo et puis sur VTT pour elle, il y a la page Facebook ou il y a le numéro dessus directement. Et puis voilà, grâce à ça, vous pouvez venir faire une balade. Le rythme de la balade est tranquille, on contourne les obstacles, on respire un grand bol d'air marin et de temps à autre on s'arrête pour prendre des photos. Génération selfie oblige. C'est une évasion, donc après le boulot et le stress et tout, on décompresse un petit peu. Ça change, la balade nocturne change. Tout à fait. Donc Alger n'est plus la même la nuit. Ça c'est super. En plus c'est sympa pour les touristes aussi qui veulent visiter Alger aussi la nuit. D'autres passionnés de vélo viennent avec leur propre VTT essayer cette nouvelle formule. جيت اليوم عرضني صاحبي نجيب قال لي كاين خرجه اليوم في الليل كنا معولين نخرجوا صباح بصح صبت شتا اليوم قال لي نجيب نخرج اليوم في الليل كاين خرجه في الجروب خرجت معاه جيت عندنا جروب تاع هو الدراجات الهوائيه في الجزائر نخرجوا كل جمعه نخرجوا خطرات شريعه خطره مديه تيبازا نروحوا بلي فيلو تاعنا بلي فيلو. Flâner à la lueur des lanternes sur les chemins du littoral de l'Algérois est un pur moment de plaisir et de détente, mais aussi de sport et de souvenirs. Pour Jugurtha, cela rime avec enfance. Pour moi, c'est l'enfance. Le vélo, c'est l'enfance. Voilà, c'est ça. J'ai plein de cicatrices derrière, ici sur les genoux et tout. C'est ça le vélo pour moi. J'aurais aimé voir partir au boulot avec des vélos et tout. Dans le vocabulaire du cyclisme, on trouve la petite reine désignant métaphoriquement le vélo. Une expression dont l'origine serait liée à Wilhelmine d'Orange-Nassau. Devenue reine des Pays-Bas à l'âge de 10 ans, cette grande dame est amatrice et pionnière du cyclisme naissant. Et voilà, la nuit à vélo, c'est forcément très beau. En espérant que l'initiative soit renouvelée. C'était un jeune qui avait lancé ce fameux challenge de faire des randonnées à vélo, d'abord pour les filles.
Ensuite, il avait mis des vélos à disposition de passionnés. Puis par la suite, il a organisé quelques-unes de ses sorties, de ses escapades nocturnes sur la capitale, en espérant qu'il soit de retour. Même si à l'époque, il avait eu quelques problèmes à organiser cela, en espérant que maintenant que tout a changé, il pourra le faire le plus normalement du monde. On va parler d'une académie, si vous le permettez, une académie de basketball. Alors c'est une académie qui est représentée aujourd'hui par Amin Ben Ramdan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur technique de l'académie, vous êtes entraîneur également, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes avec un jeune athlète de votre académie, Badis Dalil, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu as 10 ans et c'est ta deuxième année dans cette discipline de basket. Exact. Et deuxième année dans cette académie. Oui. Très bien, parlons-en. Alors, votre académie, c'est CBB. CBB, ouais, c'est un club de basket, à la base, c'est de Barcelone. On avait commencé ça, c'est la deuxième année cette année de lancement, avec les jeunes de 4 ans jusqu'à 18 ans. C'est plus une académie qu'un club, c'est une académie de formation. D'accord. Voilà. Elle est née quand, cette académie? Celle-là, c'est la deuxième saison. C'est la deuxième saison. Avant, vous étiez où, vous? Personnellement oui. Non, personnellement, j'étais un ancien joueur, un ancien athlète de basket. Oui. International, et je me suis reconverti à entraîneur directement, ou bien une académie. Mais avant d'arriver à cette académie, vous étiez où? Vous étiez en club? J'étais en club, ouais. Vous étiez en club. J'étais adjoint entraîneur de l'équipe nationale de basket algérienne. D'accord. Et à un moment où vous vous êtes dit, tiens, il faudrait peut-être que je reparte vers la formation de base. De base, ouais. Ça, c'est un de nos objectifs. Ouais. Alors du coup, parlons-en. CBB, vous avez créé un lien entre vous. Enfin, on n'arrive pas très bien à comprendre la relation entre les deux, mais vous êtes là pour l'expliquer. Vous avez créé un lien entre votre académie et un club barcelonais. À la base, c'est par le biais de Barcelone. Ah, c'est carrément né de l'idée de ramener le... Voilà, parce qu'à la base, il y a un club de foot Barcelone. Ouais. Ça, ils ont été installés ici il y a peut-être 4-5 ans de ça. Et on a eu parler avec eux et ils nous ont aidés à lancer une académie au basket. Au basket. Voilà. Ça marche aussi bien que le foot? Je pense pas. Il n'y a pas autant de monde. Mais pour un début, je pense que si. Parce que les académies ont poussé un peu partout. Vous avez l'académie du Milan AC, qu'on avait croisé d'ailleurs. Du Milan, de Real. Du Real aussi. C'est des académies qui font de la formation pour les jeunes et qui permettent une fois par an, ou peut-être plusieurs fois par an, de pouvoir aller s'entraîner dans les structures professionnelles qui existent de l'autre côté de la Méditerranée, qui n'existent pas chez nous. Dans le basket, c'est un peu la même chose? Vous avez créé des ponts aussi C'est la même chose, oui. On essaie d'avoir de plus en plus de tournois à l'étranger. Par exemple, le mois prochain, nos petits iront du côté de l'Italie, du côté de Bari, à Matera plus précisément. C'est ça sera leur deuxième sortie cette année. Je crois que ça a fait une bonne prestation l'année passée. Ça a été une bonne expérience, et je pense que le petit Badis, il pourra vous dire... on va en parler. Alors, combien d'athlètes chez vous? L'année passée, on avait commencé avec 40-50 petits athlêtes. Et cette année, on a un peu plus de 100. Vous êtes un peu plus de 100. Combien de personnes? Combien d'entraîneurs? Et le staff, à peu près, il y a 6-7 personnes. Entre autres, il y en a qui sont à plein temps, d'entraîneurs, et il y en a même des bénévoles aussi. Des anciens joueurs d'équipe nationale, qui aiment bien nous aider pour les petits, enfin pour l'ambiance surtout. Alors, les formations de joueurs, alors vous avez Baby Basket, c'est quoi le Baby Basket? Baby Basket, c'est la tranche de 4 à 7 ans. À 4-7 ans, ça commence déjà? Ouais. Ah, c'est cool ça. Mini basket, c'est quoi? Mini basket, c'est de 7 ans à 10 ans. Et formation professionnelle, c'est de 10 ans et plus, jusqu'à 18 ans surtout. Et après, vous les lâchez ou vous en faites quoi exactement? Le but bon, déjà... on n'est pas encore arrivé là. Bon, on n'est pas allé lâcher, du genre on peut les structurer, les orienter dans des clubs. Mais à la base, là-bas, c'est les former vraiment convenablement sur vraiment le basket. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du basket, toi? Moi, avant, je trouvais que le foot, c'était trop peu. Il y en avait trop dans l'Algérie.
Donc moi je voulais faire du... Il y en avait trop dans la... Moi je voulais faire du... Quand j'ai vu en fait un jour un match NBA, je me suis dit waouh, c'est incroyable, c'est beaucoup plus mieux que le foot. Donc je voulais en faire. Au début j'étais avec mon père et mon frère, on faisait un peu de basket mais dehors. Il y avait un petit terrain, on allait tirer un peu. Et là, quand je sors de l'école, il me donne une affiche, celle-là. Et c'est écrit Club Basketball Barcelona à la méthode européenne. J'avais vraiment envie de venir, donc j'ai supplié ma mère pour y aller et elle m'a laissé. Et après ça a été une super expérience, une super saison. Plusieurs parenthèses, ça a été les premiers à venir. Ah oui, hein. C'est vraiment les premiers à venir au bureau. Vous avez un excellent VRP par contre. Hein. Ouais, je pense, ouais. Tu sais, l'été, tu peux distribuer des flyers, toi aussi. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est ce qu'il fait, hein. Je crois qu'il m'a fait énormément de pubs. Hein. Ah ouais. Il m'a fait énormément de pubs. Hein. Et depuis, tu te sens comment dans cette académie? Ah, je me sens très bien. Tu joues à quel poste? Tu tournes un peu partout? Ouais, un peu partout, voilà. Mais t'as un poste préféré? T'aimes bien? Mon poste préféré, c'est le meneur. Ah oui, hein. Je crois qu'il aime bien mener, je crois, les personnes. Mais ça se voit de toute façon, ça se ouais, sent. Ça se voit. Ouais, ça se sent. Et ton frère, il fait du basket ou? Oui, il fait avec moi aussi dans le même club. Ah oui, d'accord. Ok. C'est bien ça. Alors, t'as été l'année dernière, t'as été à la compétition? Oui. Et c'était comment? C'était vraiment bien. Ouais. Rencontrer d'autres joueurs d'autres pays. Ouais. Ça t'a fait quoi? Ça t'a permis de... C'était une très bonne expérience. Ouais. Et qu'est-ce que t'as appris le plus? Qu'est-ce que t'as retenu de ton voyage? Ce que j'ai retenu de mon voyage. Du rêve. Voilà. Surtout. C'est qui ta star préférée? Au basket? Ouais. LeBron James. Ah ouais, bah oui, quand même. C'est la référence en ce moment. C'est pas... Et du coup, et vous allez les accompagner comme ça jusqu'à 18 ans. Mais est-ce qu'à l'âge de 18 ans, vous pensez déjà à peut-être passer de l'académie à développer votre propre club pour pas laisser partir tous vos talents? Non, bon, si c'est mieux pour eux de partir, on préfère les laisser partir. Ça, c'est vraiment notre but, genre de les former. Bon, après, genre les former, les envoyer, leur faire enfin leur avenir. S'ils font une carrière sportive, ça serait bien. Après, ça sera à bénéfique l'international pour nous. ou en local? C'est international, ça sera bénéfique pour nous, pour l'équipe nationale, après pour le retour. C'est toujours comme de dire un retour d'investissement. C'est bien pour nous, c'est bien pour eux. Ça leur permettra de voyager, et même pour nous, pour le basket en Algérie, ça permettra de voir bien plus loin. Alors, basket en Algérie, on va ouvrir quand même la parenthèse polémique. Il y a quelques jours, cette fameuse finale à la coupole, avec des affrontements dans les gradins à coups de tirs j'allais vous dire d'acrymogène, mais... Alors, il y avait chaises, il y avait... comment on appelle ça, le truc rouge, là? Les fumigènes et autres. Vous en avez pensé quoi? Personnellement, j'ai pas vu ça. Oui. Vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler, oui, c'est vrai. Ouais. C'est fou, hein? C'est un petit peu décevant. Mais pourtant, le basket n'est pas connu pour ça, c'est-à-dire... Si, non, c'est pas médiatisé, c'est pour ça. Ah ouais. C'est pas médiatisé. Ah ouais, donc les affrontements dans les gradins, ça a toujours existé dans le basket? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, ça. C'est fou. Hein. C'est juste que ça n'a pas été médiatisé par rapport à... Comme des matchs de foot. Quand ça se passait, dans les matchs de basket, ça passait peut-être inaperçu. D'accord. Mais ça arrive souvent et très souvent maintenant. Maintenant, c'est un petit peu surtout dans une finale de Coupe d'Algérie. Mais comment vous l'expliquez? C'est basket, quoi. C'est basket, c'est normalement, volley, c'est un petit spectacle. Normalement, ça, ça se passe dans une salle. Normalement, c'est des familles. Et c'est les supporters étaient des familles. C'est ça. Il y avait des enfants, il y avait des... Plus ou moins, c'était... dans une ambiance familiale. Mais vous, à votre époque, vous aviez déjà... À notre époque, c'était pas comme ça. Parce que moi, personnellement... Ah oui, c'est pas comme ça. Voilà. Parce que personnellement, quand je participais au championnat, j'avais mes parents qui venaient à la salle. Donc vous étiez garant de la sécurité des gradins aussi. D'un côté, ouais, voilà. En tout cas, je voulais juste votre avis sur la question. Hein. C'était pas pour alimenter plus la polémique, mais il était important aussi de le dire, hein, parce que c'est... Ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait mal au cœur. On peut plus dire que le basket, c'est un sport de filles. Hein? On peut plus dire que le basket, c'est un sport de filles. C'est un sport de tout, le basket. De garçons, filles. Alors du coup, toi, dis-moi, donc t'es dans une équipe, t'es joueur ou remplaçant dans ton équipe? Je suis souvent joueur. T'es souvent joueur? Là, ils préparent un tournoi, c'est pour quand exactement? C'est pour le 16, du 16 au 22, à Matera. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Tu connais l'Italie? Non, pas trop. Non, tu vas découvrir? Il est déjà parti l'année passée. Je suis déjà parti l'année passée, mais j'ai pas tout découvert l'Italie quand même. Ouais.
C'est qui la meilleure équipe actuellement chez les jeunes? Là, ils font pas de championnat. Ils font que de l'entraînement. C'est pour ça que c'est une académie de formation, les forme. D'accord. Parce qu'à un certain âge, il faut jusqu'à 11 ans, 12 ans, c'est vraiment les former. Ça sert à rien. Mais on leur inculque... Si, ils aiment bien le côté compétition. Leur faire des compétitions avec des clubs. Des clubs du coin, comme le Mouloudia, la Stawali et tout. On leur fait des petits tournois. Voilà, des petites sorties. C'est pour leur donner un petit aperçu de la compétition. Combien de jeunes vont partir? Il y aura une douzaine de jeunes, 12 joueurs et le staff. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Bon courage. Oui, votre siège se trouve où exactement? Et bonne continuation surtout. Ah bah oui, voilà. Mais votre siège se trouve où? Alors le siège, il est à Del Ibrahim. Oui. On a une petite... je crois que Badis, il est plus renseigné sur ça. C'est où l'adresse? Je sais pas. Allez, vas-y, je sais que tu connais. Où est-ce qu'on peut... ils peuvent se renseigner? Sur le club ou sur... Sur le club, ouais, sur l'académie. Vous pouvez vous renseigner bien sûr sur la page Facebook, je fais la pub en ce moment. C'est Académie Basketball Barcelone. Et vous verrez tout ce qu'on poste de notre entraînement du matin, de l'après-midi. T'as le site? Ouais, Tu peux leur donner le site? Le site, c'est... Je sais pas, moi. Il faut taper directement Académie Basketball Barcelona. Voilà. Eh ben oui. cbb.barcelona@gmail.com, ça c'est l'adresse mail, si vous voulez les contacter. Voilà, merci à vous en tout cas, bonne chance. Merci. Allez, bonne chance pour la suite. Juste, un bon basketteur, c'est quoi avant tout? C'est... Qualité principale. La qualité principale? Bien éduqué. Ah oui, hein? Ouais, pour bien progresser. Ah, c'est bien ça. Éducation et discipline, quoi. Voilà. Allez, merci à vous. Merci d'avoir été là. Bonne chance, bonne continuation. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Ahmed Larinouna, ça vous dit quelque chose ou pas? Il a un spectacle aujourd'hui, en ce vendredi. 7 joueurs, on en parle dans quelques instants. Juste après qui? Juste après quoi? Juste après ce portrait, le portrait d'un artiste. Il s'appelle Mustafa Adjaout et c'est Nassib Adjaidir qui a été à sa rencontre. Son homme. Donc ils ont créé un atelier de céramique. Au début, il n'y avait pas mes enfants avec moi. Mais quand ils ont grandi, évidemment, ils ont aimé ça. Ils ont quitté l'école de plein gré. Ils voulaient être avec moi. Donc ils ont appris le métier avec moi. Donc ils ont appris et la céramique et la décoration sur bois traditionnelle. Sa passion pour l'art. Un maître, je l'appelle moi, c'est un ami, un maître. On fait la céramique, le bois, un peu de plâtre, tout ce qui est décoratif. Mais on est spécialiste sur les faux plafonds en bois, peint et la céramique.
Là, vous voyez un vase qu'on appelle le vase de l'Alhambra, que, bon, j'ai repris la forme exacte du vase, mais à l'intérieur, c'est mes décors, à part les deux gazelles. Toute autre chose, c'est mes créations. Là, je voudrais rendre hommage aux Andalous, n'est-ce pas? Je vis surtout les maîtres artisans, les artistes et surtout les scientifiques. Je voudrais leur rendre hommage. Ici, une gerbe de fleurs, n'est-ce pas? Je voudrais leur rendre hommage à ces gens-là qui avaient un esprit extraordinaire. Voilà, une gerbe de fleurs avec au fond le vase de l'Alhambra et tout autour en filigrane ici. Il y a un travail qui m'attend, un très grand travail qui m'attend. Entre une création et une autre, Mustapha Adjaoud se consacre au jardinage. Il marque un temps de pause en maniant pelle et râteau. Et ce qui le comble de joie, c'est la présence de ses petits-enfants. Entre l'atelier et son jardin potager, cet artiste a de quoi meubler son quotidien. Voilà, c'était Nassiba Djaïder qui nous racontait donc ce portrait, qui nous racontait l'univers de Mustapha Adjaoud. Excellente matinée si vous venez de nous rejoindre. Il nous reste 15 minutes ensemble, 15 minutes durant lesquelles on va parler d'un spectacle, d'un récital de musique classique algérienne, de musique andalouse, de Haouzé, de Haroubi, d'un peu de tout en réalité, pas que de classique. Avec vous, Ahmed Larinouna, bienvenue. Allah yassalmak, merci, je vous remercie de m'avoir invité. Et vous êtes chez vous, vous êtes à l'affiche d'un récital ce soir, ça se passe à l'hôtel Al-Ansar, c'est à Blida, c'est à 21h30, vous avez choisi un horaire assez intéressant qui va nous permettre de continuer à vivre un peu l'ambiance de Ramadan, des soirées un peu plus longues et non pas des soirées qui commencent à 19h et qui finissent à 21h. Alors on va parler un peu de vous. Ahmed Larinouna, vous venez d'où exactement? Je viens de Paris. Vous venez de Paris. Je suis installé depuis 30 ans. Qu'est-ce qui vous a amené en France? Bon, je suis professeur de chant, chanteur d'opéra. Et pour développer et progresser dans son métier, j'ai choisi la France parce que c'est un pays très proche et puis on parle la culture, enfin la même. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas produit ici en Algérie? Non, je suis passé à l'Opéra d'Alger en décembre 2016. Oui. En décembre 2016, je suis passé à l'Opéra d'Alger. Ça s'est passé comment? Très bien, je suis très content. Et puis voilà. Et normalement, d'après Nordin Saoudi, qui il est le directeur, normalement, je recevrai une autre invitation, Inch'Allah, peut-être dans les prochains jours. Alors, vous le souhaitez en tout cas. Merci. Alors, l'Opéra d'Alger en 2016, vous êtes de retour à Blida en 2019. À Blida, vous allez jouer avec un orchestre qui n'est pas le vôtre, par contre. C'est des musiciens que vous connaissez? Oui, c'est des musiciens que je connais. Je suis passé avec eux en 2013 à la salle Ben Zaidoun. Oui. J'ai présenté un spectacle parce que, pour vous dire, je fais de l'opéra et de la musique arabe andalouse. D'accord. Et en 2013, ce même orchestre, je suis passé avec lui en chantant le chant andalou à la rencontre du fado et le flamenco. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Et comme ça m'a plu, puis c'est des musiciens qui ont un très bon niveau. J'ai gardé contact avec eux et ce soir, ils vont se présenter avec moi à Blida, qui est ma ville natale. Blida, votre ville natale, j'imagine que vous avez commencé la musique andalouse il y a bien plus longtemps que votre départ en France. Vous êtes passé par quelle association? L'association Nejma de Blida en 1971. 1971. Vous allez pas... C'était qui votre... Non mais c'est bien. Ce qui est ancien est forcément meilleur, j'ai envie de vous dire. Alors, qui était votre maître à l'époque? C'était Mohamed Taber, Allah yarhamou, et aussi Chérif Mahfouz Samti, avec qui aussi j'ai appris beaucoup de choses. Et en 1978, je suis parti à Moscou pour faire mes études supérieures de musique. Et j'ai eu mon diplôme en juin 1984 en tant que magistère, professeur de chant et ténor lyrique. 84, vous rentrez Je rentre en Algérie après avoir obtenu mon diplôme. Vous faites quoi à ce moment-là? J'étais prof à l'Institut national de musique. Oui.
Et puis voilà, et en 90, j'ai quitté l'Algérie. Vous êtes parti en 1990. Ouais. Et là-bas, vous avez tout de suite travaillé dans la musique? Ah, tout de suite, bien sûr. Parce que, pour dire, j'étais invité. Et par la force des choses, je pensais que le meilleur moyen pour progresser, parce qu'il n'y a pas d'opéra en Algérie, il n'y a pas avec qui vous travaillez dans ce domaine. Et comme on dit, je suis resté à Paris et c'est comme ça que j'ai fait toute ma carrière artistique là-bas. Ouais. Votre plus beau concert, c'était où? On ne peut pas dire que c'est quand même beaucoup de fleurs. Vous ne pouvez pas dire j'ai choisi telle fleur. Je pense qu'il y a beaucoup de... Elle est parmi les fleurs qui vous ont le plus marqué? Vous savez, il y a l'Institut du monde arabe. Si vous parlez de Paris, il y a l'Institut du monde arabe, il y a l'UNESCO. Je suis passé à l'UNESCO, je suis passé à l'Institut arabe. Il n'y a pas si longtemps, j'étais accueilli à l'Université de Toulouse, où il y avait des étudiants de différents pays qui étaient... Étonné comment je passe, j'ai fait le transculturel, je vous ai laissé, qu'on appelle ça mon site, je fais le transculturel, c'est-à-dire je passe de l'andalou sans s'arrêter, je chante en russe, et en russe je passe à l'espagnol, de l'espagnol je passe à l'italien. C'est-à-dire dans les mêmes tonalités, sans changer de tonalité. Dans les mêmes tonalités, mais dans quel style musical, dans quel genre musical? Quand on dit de l'andalou, par exemple, je vous donne un exemple. Vous le chantez en russe et vous le chantez en espagnol. Quand je dis par exemple, Yaman sakan sadri sadri kabi volgamatushka. Un exemple. Vous passez de l'andalou au russe, du russe à l'espagnol, de l'espagnol à l'italien. C'est ce qu'on appelle le transculturel. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, c'est ce que... Vous avez jamais fait ça en Algérie? Non, je ne l'ai pas fait encore en Algérie. Je ne l'ai pas encore fait. J'espère le faire. Ça peut être un beau spectacle. J'espère le faire parce que ça plaît à beaucoup. Et j'espère le faire aussi en Algérie pour, comme dirais-je, pour leur donner une idée de ce que je fais comme chant. Voilà. Je ne fais pas que de l'opéra, mais je fais aussi... C'est beau, hein. C'est très très beau en plus. Vous avez des enfants? 3 filles. Allah filles. Elles font de la musique, elles aussi? Elles aiment chanter, mais elles ne font pas de la musique. Elles aiment bien chanter. Elles passent leur temps à chanter, elles passent leur temps à écouter des chansons. Mais elles n'ont jamais fait le... Quand je leur dis, allez... Fait le pas vers quelque chose d'assez professionnel avec un orchestre et tout, non? Elles préfèrent écouter papa. Voilà. Et à chaque concert, je les emmène avec moi. Le dernier concert que j'ai eu, il n'y a pas si longtemps, au mois d'avril, je l'ai fait à Villeneuve-la-Garenne, qui est juste à la proche banlieue de Paris. C'est ça, la région parisienne. Voilà, c'est ça. Ça s'est bien passé? Très bien. Il y a toujours un accueil si chaleureux dans cette ville, parce que chaque année, on m'invite. Dans Villeneuve-la-Garenne, chaque année, on m'invite. Et je fais de l'opéra, de l'andalou, l'arabo-andalou, flamenco, fado. Comment vous expliquez qu'on ne vous connaisse pas assez ici en Algérie? Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, quand on m'invite, je suis prêt à répondre. Vous êtes présent, quoi. Je suis présent. Vous connaissez un peu la musique, un peu la scène musicale algérienne, la scène musicale dans la musique andalouse, hein? Oui, je connais bien, parce que la musique andalouse, c'est un petit cercle. C'est un petit cercle, et puis c'est... On peut dire que... Moi, d'abord, je peux vous dire en toute honnêteté, c'est que je suis très content qu'il y ait beaucoup d'associations. Et qui fleurissent, comme on dirait, partout maintenant. Dans chaque ville, vous avez, je ne sais pas combien d'associations. Mais mon rêve, c'est de voir un jour qu'il y va y avoir une école de la musique andalouse. Pas des associations, une école pour enseigner, pour faire apprendre cette belle musique. C'est ce qui est fait aussi par les associations. Elles font ça aussi. Non, il n'y a pas assez. Je veux dire, pourquoi? Il y a un enseignement. Ils forment les jeunes et puis ils les font évoluer de classe en classe. Oui, mais comment on les forme? C'est ça. Comment on les forme? C'est toujours la transmission orale. Moi, je vois beaucoup plus que ça. C'est l'art vocal d'abord. C'est quoi la musique andalouse? Elle se repose sur l'art vocal. C'est l'art vocal qui domine cette musique. C'est pas parce que la musique andalouse, tout ce qui est beau, c'est dans les vocalises dans cette musique. Et cette musique,
elle est riche au niveau vocalisme. Oui. Et quand on ne maîtrise pas bien son souffle, ça veut dire qu'on a détruit l'architecture vocale du chant, tel qu'un taïhi ou un msaddar, etc. C'est pourquoi moi je pense que ça sera bien, un jour, je réunis peut-être tous ces formateurs pour leur donner un masterclass sur, sur comment maîtriser son souffle, comment maîtriser une vocalise. Et c'est à partir de là, on découvre toute une belle architecture de la musique andalouse, d'un taïhi ou d'un msaddar. Et dans quel caractère on le chante. C'est ça ce qui est important. C'est pourquoi je dis c'est bien la transmission orale. Mais de nos jours, il ne faut pas s'arrêter là. Oui. Il faut aller un peu plus loin. Et pour, Les meilleurs selon vous, c'est les femmes ou les hommes en musique andalouse? Bon, écoutez, dans la musique, il n'y a pas hommes ou femmes. Je pense que... On a l'impression qu'il y a plus de solistes femmes, par exemple, que d'hommes. Que de voix féminine, que de voix masculine. Moi, je dis, la voix humaine, elle peut être féminine ou masculine. Tout dépend comment on interprète. Oui. Tout dépend de l'interprétation et aussi tout dépend de cette voix. Est-ce qu'elle transmet quelque chose ou elle ne transmet pas? Est-ce qu'elle vous fait vibrer ou pas? Et quand on dit elle vous fait vibrer, tout ça veut dire tout simplement, c'est que la voix, quand on dit elle m'a fait vibrer ou elle m'a touché, elle ne vient pas vous toucher. C'est une voix qui vous a mis dans son monde vibratoire et c'est à partir de là vous commencez à vibrer, vous dites cette voix m'a touché. Oui. Et tout dépend parce que vous pouvez entendre n'importe quelle voix, n'importe quel chant du monde, vous ne comprenez pas la langue, mais vous dites oh là là cette voix m'a touché. C'est ça. C'est ça le plus important. Nous les Algériens on écoute beaucoup d'anglais et on danse, hein. On comprend rien à ce qu'ils disent. C'est vrai ou pas hein? Oui, bonjour. Oui. Tu écoutes la musique anglaise toi? Ouais. Tu comprends tout? Ça dépend, mais tu danses quand même. Ben voilà, c'est ce qui est dit. Alors du coup, je vous donne quelques noms et vous me dites ce que vous en pensez. Iman Saher, ça vous dit quelque chose? Comme je suis branché sur Facebook, je vois de temps en temps sur les... Oui, j'entends, oui. Alors, Lamia Tamara, ça vous dit quelque chose? Non. Nassima Chaban, ça vous dit quelque chose? Oui, c'était une de mes élèves. Ah, c'était votre élève, Nassima Chaban? Vous le demandez, lui. Badjarahan? Je connais, parce qu'elle est avec moi, enfin, elle est à Paris. Oui. Ouais. Quelle est la voix qui vous impressionne le plus, que vous aimez écouter? Je dis pas que dans chaque voix, il y a un caractère différent. Dans chaque voix, il y a une interprétation différente. Même si on chante le même ansraf ou on chante le même anqlab, chaque voix transmet quelque chose. On ne peut pas dire une voix est meilleure que l'autre. Tout dépend, c'est comme vous pouvez me dire, par exemple, moi j'aime un tel chanteur et l'autre j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel chanteur qui vous a touché et l'autre ne vous a pas touché. On parlait de la vibration. Est-ce que vous vivrez ou vous ne vivrez pas? C'est ça le chant. Le chant, c'est tout un monde intérieur. Et quand ce monde intérieur, on arrive à bien l'exprimer, à partir de là, on dit oui, ça c'est et je suis désolé auprès des voix que j'ai pas citées, hein, Lila Boursari et bien d'autres, bien sûr, elles sont très nombreuses et on les salue aujourd'hui, on leur souhaite beaucoup de succès dans leur carrière. Alors, du coup, vous me faites un petit quelque chose. J'ai envie d'écouter votre voix depuis tout à l'heure, vous parlez de la voix qui fait vibrer, celle qui te transperce, qui t'emmène et qui te fait voler vers le ciel. Vous pouvez nous faire un petit quelque chose? C'est-à-dire? Ce que vous voulez. J'adore. C'est ma montre qui vous dit c'est pas gentil. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai rien dit en plus. Alors du coup, non, faites-nous ce que vous voulez, faites-nous écouter votre voix. C'est très difficile comme ça sans être accompagné. Mais non, vous êtes très bien, rassurez-vous. Ah d'accord. Écoutez, pour vous dire salam alaikum, je vous dis en chantant. Alors. سلام على الأحباب في القرب وفي البعد سلام عليكم Ce sera l'occasion de vous dire au revoir. Bon vendredi à tous. Rendez-vous demain matin. Ciao, camarades. Et rendez-vous ce soir pour son concert à l'hôtel Ansar Ablida. Merci, monsieur. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci.